est-ce que la reprise des spiritueux est au rendez-vous en Amérique du Nord? C'est la question à laquelle on va répondre dans cette vidéo d'analyse de la conférence de presse du CEO de Pernod Ricard Amérique du Nord. Abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche si ce n'est pas déjà fait. Et on commence tout de suite avec cet article. Donc, il y a eu une conférence de presse aujourd'hui, 15 mai 2025. On a eu une conférence de presse en deux parties. Une première présentation par le CEO de Pernod Ricard Amérique du Nord et ensuite une séance de questions-réponses. Alors, on y va tout de suite. Lors d'une conférence de presse, Conor McQuaid, CEO de Pernod Ricard Amérique du Nord depuis 18 mois, a dressé le bilan d'une année fiscale 2024-2025 marquée par des défis et des avancées significatives. Dans un contexte économique incertain et un marché spiritueux en phase de normalisation post-pandémie, l'entreprise affiche un optimisme prudent, porté par une stratégie recentrée et des résultats encourageants. McQuaid a souligné la nécessité de combler l'écart avec le marché avec des progrès tangibles. Le déficit de volume, qui s'élevait à 5% il y a un an, est réduit maintenant à 2% et celui en valeur de 6% à 3%. Donc, à noter, on est sur une décroissance moins rapide qu'avant. Et comme je le dis souvent, en finance, ce qui compte, c'est la dérivée seconde. Et on voit que cette dérivée seconde est maintenant positive. Donc, on va commencer à être en amélioration sur les volumes, mais aussi bien sur les prix. Donc, en valeur, du coup, c'est les valeurs, c'est prix et volume. Donc, ça s'améliore un petit peu quand même aux États-Unis. En tout cas, ça se dégrade moins vite qu'avant. Cette dynamique repose sur une stratégie affinée, axée sur 6 marques phares, dont Jameson, Absolut et Kahlua, et 4 marques émergentes comme Jefferson et Código, qui représentent 70% des ventes nettes. La premiumisation en phase avec la tendance boire moins mais mieux reste au cœur de l'approche, soutenue par la croissance des cocktails et des ready to drink (RTD). Notamment, il y a des partenariats comme celui avec Ocean Spray pour Absolut. Ici, c'est tiré de la présentation du CEO. On voit qu'il y a une progression attendue des personnes en âge légal de boire de l'alcool. Donc ici, on est toujours en croissance jusqu'à 2035 aux États-Unis, en Amérique du Nord, enfin ici aux États-Unis. Évidemment, c'est aidé par l'immigration qui fait que la population états-unienne reste assez jeune. On voit aussi ici que les spiritueux et les ready to drink continuent à prendre des parts de marché. Ça, c'est tiré d'une boîte de conseil spécialisée sur le marché des spiritueux. Donc ça veut dire aussi que c'est pertinent on va dire, de délester des vins et des bières qui sont des catégories plutôt en perte de vitesse, alors que les spiritueux et les RTD continuent à progresser. Et d'ailleurs, ici, on voit la forte progression des RTD. Alors, c'était un petit marché, on était sur 1 milliard de dollars, maintenant on est sur 2,6 milliards de dollars, ça veut dire 36% de croissance du chiffre d'affaires en rythme annualisé sur 3 ans. Donc ça, c'est excellent. Il faut être positionné sur cette catégorie-là pour capter de la croissance. Alors, face à un consommateur prudent, l'entreprise a ajusté sa politique tarifaire misant sur une gestion rigoureuse des revenus et des promotions ciblées. L'entreprise a également renforcé ses capacités marketing et digitales en optimisant son réseau de distribution. Une revue complète des partenariats avec les grossistes a permis de clarifier les priorités et d'aligner les ressources sur les objectifs de performance. Il faut savoir qu'en Amérique du Nord, la façon de distribuer de l'alcool est particulière, héritage de la prohibition évidemment. En fait, les producteurs de vins et spiritueux doivent passer par des grossistes qui, eux, vendent aux détaillants. Donc c'est un marché qui est quand même assez régulé. Et donc, il faut bien sûr animer ce réseau de grossistes et être aligné sur les objectifs. Pour l'avenir, McQuaid mise sur la croissance des volumes, l'intégration réussie des marques acquises et une exécution commerciale irréprochable. Malgré les incertitudes liées aux tarifs douaniers et à l'inflation, il se dit confiant dans la solidité des fondamentaux du marché. Une population en âge de boire en hausse et une part croissante des spiritueux, 42% de la valeur des boissons alcoolisées. Des initiatives audacieuses comme le parrainage de la MLS, donc c'est Major League Soccer, par Jameson, ou le retour d'actions emblématiques comme le Bartender Ball renforçant la présence culturelle des marques. Ici, vous avez les priorités stratégiques. Moi, je retiens surtout la première, c'est qu'ils vont essayer d'optimiser le rendement, en gros, d'optimiser le mix de prix, en fait, le mix de catégories, quoi, pour booster en fait les volumes, mais également en fait, pour booster plutôt la, le- la valeur en fait qui est créée, c'est-à-dire la valeur, la croissance, quoi. Avec plus des augmentations de prix, même si ça se fait au détriment plutôt des volumes, mais c'est pas grave, ils veulent optimiser ce ratio-là. Donc l'idée, ça va être d'essayer d'augmenter les prix tant que c'est possible, et pour ça, il faut la stratégie de premiumisation. Après, il y a une séance de questions-réponses
Alors, je vais pas passer ici, j'ai toutes les questions-réponses. On va passer les principales en revue, les plus intéressantes. Première partie, stratégie tarifaire et gestion des revenus, donc ça, c'est Revenue Growth Management, RGM. Comment Pernod Ricard positionne-t-il ses marques en termes de prix par rapport à la concurrence? Quelles sont les ambitions pour la tarification et le mix produit? Quelles sont les tendances de tarification dans l'industrie? Y a-t-il des opportunités de hausse de prix malgré les incertitudes sur les tarifs douaniers et les contextes économiques? Le CEO a expliqué que Pernod Ricard a ajusté sa stratégie tarifaire il y a 12 mois pour contrer les pressions inflationnistes post-Covid, avec des hausses audacieuses suivies d'un repositionnement stratégique. Une équipe RGM renforcée, équipée d'outils d'analyse avancés, donc c'est de la data, hein, permet une approche agile avec des promotions ciblées. C'est très important la promotion, enfin ce qui s'appelle le advertisement and promotion dans les spiritueux, hein. C'est une des industries qui dépense le plus en publicité et en promotion. Donc il faut optimiser ça évidemment pour avoir le meilleur ROI. Donc le but, hein, c'est de répondre au mieux, de détecter le mieux possible les dynamiques de marché, les tendances et d'être positionné le plus rapidement possible dessus. Le CEO a ajouté que dans l'industrie, la prudence domine en raison des contraintes sur le revenu disponible des consommateurs, hein. C'est ça aussi qui a freiné le marché, hein. C'est que l'inflation a pénalisé beaucoup le consommateur, du coup il a moins de pouvoir d'achat. Donc pour éviter les hausses généralisées, le Pernod Ricard privilégie la valeur perçue via des promotions et ce qu'on note, c'est que les consommateurs ils restent fidèles aux marques premium, mais ils optent pour des formats plus petits. Donc comme ils ont moins de pouvoir d'achat, ils veulent quand même pouvoir consommer de la qualité et pour ça, ils se tournent vers des formats plus petits et donc là aussi, les ready to drink, ça peut être intéressant, hein, parce que c'est finalement des petits formats, 250, 250 millilitres ou 250, ou 330, hein, je crois pour le Jack Daniel's, Coca. Donc voilà, ça leur permet d'accéder quand même à des boissons premium avec, un pouvoir d'achat plutôt limité. Autre question, alors c'est intéressant, inventaire, normalisation post-Covid et dynamique de marché. Les grossistes conservent-ils encore des stocks excédentaires de 2023? Quelle métrique indique l'avancement de la normalisation post-pandémie? Y a-t-il des facteurs structurels et non cycliques qui pourraient affecter les spiritueux si la confiance des consommateurs s'améliore sans bénéfice pour le secteur? Alors, très important en fait cette question, hein, c'est ce qui a pénalisé le groupe sur l'année 2023-2024. Aux États-Unis, hein, c'est, le déstockage qui n'en finit pas, hein. Donc depuis le temps que je couvre Pernod Ricard sur, la chaîne, on a ce mot qui traîne: déstockage, déstockage et est-ce que ça s'améliore? Résumé des réponses: les stocks des détaillants sont normalisés, mais la prudence persiste en raison des coûts de portage élevés, donc ça coûte, hein, d'avoir les stocks et des incertitudes sur les tarifs douaniers. Ça coûte d'avoir des stocks, notamment avec des taux d'intérêt qui sont élevés, hein, il faut le garder en tête. Pernod Ricard ajuste ses approvisionnements avec agilité, soutenu par ses grossistes. Donc, le CEO, après est-ce qu'il a raison? On ne sait pas, mais le CEO dit que les stocks sont normalisés maintenant. Et maintenant, c'est plutôt de la prudence. Donc, on n'est plus sur du déstockage, mais on est sur un stockage moindre que par le passé par prudence, hein, pour éviter justement d'être pénalisé avec du stock excédentaire qui a un coût, évidemment. La normalisation post-pandémie est confirmée par les données. Donc il y a eu un graphique du Census Bureau dans le New York Times du 9 mars 2025 qui a été cité par le CEO, montrant un retour à la courbe pré-pandémique. L'inflation et les pressions économiques maintiennent toutefois un environnement volatile. McCoy considère la stagnation comme cyclique, non structurelle. Ça, c'est le CEO qui le dit, hein, il va forcément prêcher pour sa paroisse. Et il reste optimiste grâce aux tendances long terme. La population en âge de boire qui est en hausse, on l'a vu plus haut, et la part des spiritueux qui est maintenant à 42% dans ce qui s'appelle le total TBA, Total Beverage Alcohol. Donc 42%, c'est en progression par rapport à 2015 où on était à 35%. Et évidemment, le dynamisme des ready to drink, hein, qui aide bien le groupe. Pour l'instant, il ne croit pas au fait que, malgré une amélioration de la confiance des consommateurs, il ne croit pas que ça n'aurait pas d'impact du coup sur, le secteur des spiritueux. Il pense qu'il y aura une corrélation positive entre les 2. Autre question intéressante, investissement, ressources et infrastructures. L'entreprise est-elle sous-dotée en ressources? Quel est l'état d'avancement de la distillerie Jefferson's? Alors, Pernod Ricard USA dispose d'un ratio advertisement and promotion de 18% versus 16% pour le groupe. À noter, hein, du coup, que en Amérique du Nord, aux États-Unis, les budgets en fait, le marché est tellement concurrentiel qu'il faut mettre beaucoup plus de moyens sur la publicité et les promotions. Donc, ce ratio de 18%, il est utilisé pour les investissements ciblés dans la gestion des revenus, l'engagement commercial et
ils utilisent aussi, tout ce qui est, du machine learning, j'imagine, pour optimiser les dépenses. Alors qu'en fait, il doit y avoir des data scientists qui essayent, d'optimiser le mix produit, quoi, hein. Ensuite, la distillerie Jefferson est quasi achevée, mais son ouverture est reportée à juin 2026 pour gérer les stocks actuels. Donc voilà, pour l'instant, on est encore en surcapacité aux États-Unis et donc on n'a pas besoin d'inonder le marché avec une nouvelle distillerie, donc c'est pour ça qu'ils retardent l'ouverture. Catégorie émergente. Donc intéressant, moi ce qui m'intéressait ici, c'est quel est l'impact des boissons au THC sur les ventes? Est-ce que Pernod Ricard va rentrer sur ce marché? Donc ça, c'est une nouvelle catégorie, hein. Eh bien, le CEO a dit que les boissons au THC sont surveillées comme une menace concurrentielle potentielle, notamment pour les ready to drink, mais restent marginales. Donc pour l'instant, il pense que ça n'a pas trop d'impact. Il n'y a pas de cannibalisation en fait. Et la question devait porter aussi sur voilà, la question portait sur comment rentrer sur le marché. Est-ce qu'il faut faire du M&A? Et McQuaid a envoyé cette décision. Ce genre de décision, en fait, se décide au siège à Paris et avec l'équipe, fusion-acquisition. Autre question intéressante sur les perspectives et le momentum. Le momentum actuel peut-il se prolonger en 2025-2026? Quels facteurs soutiennent cette confiance? McQuaid est confiant dans la poursuite du momentum avec des écarts de volume et de valeur. On l'a vu plus haut, 2% de baisse en volume et 3% de baisse en valeur. Mais donc il est confiant pour que la réduction se poursuive de cette décroissance. Et il met en avant des plans qui ont été bien reçus avec les grossistes. Donc une conférence des grossistes avec 150 participants aux États-Unis. Donc bien sûr, il va dire les initiatives et une gestion rigoureuse des revenus vont soutenir la dynamique, et cetera. Mais il n'a pas fourni de prévisions chiffrées sur les perspectives. Donc pour l'instant, on n'en sait pas plus, mais il est confiant, ils sont toujours confiants, le CEO, donc il faut se méfier. Alors, conclusion, lors de la présentation, McQuaid a conclu en disant: «Nous avons une équipe motivée et un portefeuille bien positionné pour une croissance durable», mais il n'a pas donné de prévisions chiffrées en renvoyant aux perspectives du groupe. Et on les rappelle ici, les perspectives du groupe, c'est un retour à la croissance organique des ventes en 2024-2025, donc c'est l'année fiscale en cours, hein, soutenue par une reprise progressive des volumes et une marge opérationnelle préservée. Bon, c'est ce qu'on va voir. À mon avis, ça, c'est un peu ambitieux pour cette année, mais ce qu'on peut noter, en tout cas, c'est que en Amérique du Nord, ça s'améliore séquentiellement et l'Amérique du Nord, c'est quand même un bon tiers, voire plus, des revenus de Pernod Ricard, hein. Donc c'est quand même, encourageant ce qu'on voit sur l'Amérique du Nord. Et d'autre part, donc le cours de Pernod Ricard commence à remonter un petit peu. Moi, je pense que c'est encore un peu tôt pour s'y repositionner. J'attends vraiment l'assemblée générale de voir ce qui va se passer pour le dividende. Moi, voudrais absolument que le dividende soit coupé. En fait, il y a déjà eu de l'acompte qui a été versé, mais je veux qu'il n'y ait pas le solde. Comme ça, on garde des free cash flow pour rembourser la dette. Et si on arrive à bien à rembourser la dette, on peut aussi évidemment le faire en faisant des cessions d'actifs, ce que le groupe est en train de faire. Notamment, il y a eu des articles sur la cession des champagnes meubles. Donc pour l'instant, il n'y a pas de preneur. Ok, à suivre. En tout cas, la stratégie me semble toujours pertinente. On se focus sur la premiumisation, on se focus sur les marques le plus premium. On cible aussi, on capte la forte croissance du marché des ready to drink. En même temps bien positionné avec des marques emblématiques. Donc moi, je pense que Pernod Ricard, à un moment, il faudra y revenir. Je pense que c'est encore un peu trop tôt. On l'a vu dans la publication, par exemple, de Rémy Cointreau, hein. Maintenant, ils sont très spécifiques sur le cognac, donc c'est peut-être pas forcément le même profil. À suivre la publication de Diageo dans quelques semaines. Ça va nous donner une idée de ce que Pernod Ricard publiera dans les prochains mois. J'espère que cette vidéo vous a intéressé. Si c'est le cas, mettez un pouce vers le haut et pensez à vous abonner à la chaîne. À bientôt.